Chers élèves, me voici de retour en vidéo pour vous avec cette séance 4 de cette séquence sur le thème de l'amour en partenariat avec le Quai des Savoirs, l'amour malgré les interdits, Eros, avec l'histoire plus particulière de Périclès et d'Aspasie. Nous avions vu que Aspasie était une hétaïre, c'est un peu l'équivalent d'une geisha, sauf que c'était chez les Grecs. Il s'agit d'une prostituée de luxe, extrêmement cultivée, belle, dont Périclès était tombé amoureux, même s'il était déjà marié, et avec laquelle il vivait. Et cette Aspasie a été extrêmement importante dans l'histoire de la démocratie grecque. Je vous avais montré une vidéo sur la situation des femmes en Grèce antique. Je vous avais également montré une vidéo sur le Parthénon, puisque cette thématique était pour moi l'occasion de vous présenter le Parthénon, ses illusions d'optique et l'histoire du nombre d'or. Voici donc la correction de cette vidéo. Et ensuite, je vous la remets, du moins la partie qui nous manquait, et je vous laisse répondre aux questions et on la corrige également. Nous sommes à l'apogée de la civilisation grecque, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. La ville d'Athènes est alors le laboratoire des sciences balbutiantes, l'atelier des arts en plein épanouissement et la forge d'un modèle inédit de gouvernement, la démocratie. Un idéal de beauté s'y élabore. Cet idéal prend corps dans un monument destiné à devenir le symbole de la civilisation occidentale, le Parthénon. Selon André Malraux, il s'agit du seul lieu au monde hanté à la fois par l'esprit et le courage. Quand a débuté la mission de sauvegarde, sachant que le documentaire date de 2008, elle a débuté donc en 1978. Combien a-t-elle coûté cette mission de sauvegarde? Elle a déjà coûté, à l'heure à laquelle le documentaire se fait, 60 millions d'euros. C'est quand même une somme considérable. En combien d'années avait été construit le Parthénon il y a 25 siècles? Eh bien, le Parthénon avait été construit en moins de 9 ans. Donc, vous imaginez un petit peu depuis combien de temps on tente de le reconstruire. Et vous mettez en parallèle avec le peu d'années qu'il a mis à être construit, à être élaboré par les Grecs de l'Antiquité. C'est assez étonnant comme comparaison. À quelles difficultés sont confrontés les artisans d'aujourd'hui? Les artisans de ce temps-là utilisaient des techniques qu'aucun traité ne nous a transmis, ne nous a léguées. Qui n'est pas citoyen à Athènes? Les métèques et les femmes ne sont pas citoyens à Athènes. Donc du coup, on parle de démocratie, mais c'était vraiment une démocratie très réduite. C'est pas du tout la démocratie dans le sens actuel du terme. De combien de citoyens se compose l'Assemblée? L'Assemblée, au 5e siècle avant Jésus-Christ, se compose de entre 30 000 et 40 000 citoyens, ce qui fait quand même un chiffre considérable. C'est à peu près le double de la population de Balma. Où se réunissaient-ils? Ils se réunissaient sur l'Agora d'Athènes. À quel titre Périclès est-il porté au pouvoir? Il est porté au pouvoir avec le titre de stratège. Un stratège, c'est un général. Quand prend-il la maîtrise des affaires? Il prend la maîtrise des affaires, si on peut parler comme ça, en 461 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, Socrate enseigne la philosophie. Hippocrate donne à la médecine ses fondements et les premiers géographes et historiens comme Hérodote et Thucydide rendent compte du monde qui se construit sous leurs yeux. Ce sont des gens dont on peut traduire encore les textes aujourd'hui. Le 5e siècle correspond presque exactement à la durée de la tragédie grecque, qui en est son reflet. 3 grands tragiques grecs, Échille, Sophocle et Euripide. Que signifie le mot Parthénon? Le mot Parthénon signifie vierge. C'est en effet la demeure de Athéna Parthéna, Athéna, la jeune fille vierge. Que donne Athéna aux Athéniens dans la mythologie? Vous savez très bien qu'elle leur donne justement l'olivier aux dépens de Poséidon, qui leur donne une source et le cheval. Où est représenté ce mythe sur le Parthénon? Ce mythe est représenté sur le fronton ouest du temple. C'est un mythe extrêmement important. L'olivier, encore aujourd'hui, c'est une plante sacrée. D'où vient le marbre utilisé? Le marbre utilisé provient de quelques kilomètres d'Athènes. Il s'agit de la carrière du mont Pentélique. Auparavant, il était cherché à Paros,
en particulier. C'est un marbre blanc qui est très très pur, hein, qui permet de faire beaucoup de sculptures grecques, mais ça a coûté très cher. Du coup, ils ont trouvé une carrière de marbre pas très très loin, sur le mont Pentélique, qui est à quelques kilomètres d'Athènes. Combien les ouvriers étaient-ils payés par jour? Les ouvriers étaient payés 1 drachme par jour. Alors, 1 drachme, c'est quand même une somme qui est correcte pour l'époque. Les marques sont en relation avec l'outil qui les a produits. Quel outil a imaginé l'archéologue chargé de la mission de reconstruction du Parthénon? L'archéologue a inventé des ciseaux particuliers très fins. Alors, on dit un ciseau quand il s'agit d'un ciseau que l'on utilise pour sculpter, et des ciseaux, c'est ce que vous avez dans la trousse. Il y en a 2 ciseaux qui sont reliés. C'est pour ça qu'on dit une paire de ciseaux ou des ciseaux. Un ciseau, c'est pas ce que vous avez dans la trousse. Combien d'artisans utilisaient leurs outils de manière spécifique? 200 artisans différents utilisaient leurs outils de façon personnelle. On a retrouvé 200 façons différentes d'utiliser des outils, voire même 200 outils différents sur les ruines du Parthénon. Quelle était l'unité de mesure des artisans? L'unité de mesure des artisans était le pied dorique ou le pied ionique. On a découvert la pierre qui permet de comprendre l'unité de mesure des artisans de l'Antiquité à Salamine, donc une petite île pas très loin d'Athènes. Citez quelques illusions d'optique du Parthénon. Alors, dans les illusions d'optique du Parthénon, on peut retrouver les lignes convergentes, hein, qui convergent à peu près à 5 km au-dessus du Parthénon, le jeu sur la perspective, les lignes courbes, l'absence de lignes droites et l'incurvation des colonnes que l'on appelle l'entasis. On vous dit bien que dans le Parthénon, il n'y a pas une seule ligne droite. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est vraiment rectiligne, mais en fait, il n'y a aucune ligne droite dans le Parthénon. C'est quand même extraordinaire. De même, vous vous souvenez que dans le documentaire, nous avons vu que les colonnes étaient légèrement épaissies au tiers de leur hauteur pour paraître droites, de façon à donner une impression de ligne absolument parfaite, mais c'est juste une illusion d'optique en réalité. Que veut dire l'entasis? L'entasis vient du grec entasis, qui veut dire la tension. C'est une technique d'architecture qui consiste à bomber légèrement le fût des colonnes, justement, de faire une courbure qui est invisible à l'œil nu, mais que les artisans savaient reproduire. Il aurait fallu un compas de près d'1 kilomètre pour tracer cette courbure, et pourtant les artisans de l'Antiquité, 5e siècle avant Jésus-Christ, y parvenaient. Et on vous donne l'exemple du temple de Didyme, justement, qui a peut-être été un exemple d'architecture réalisée avant le Parthénon. En quoi a été transformé le Parthénon à partir du 6e siècle après Jésus-Christ? Il a été transformé en église chrétienne. L'histoire du temple, au cours des 25 siècles écoulés depuis son achèvement en 432 avant Jésus-Christ, l'a complètement transformé. La démocratie athénienne qui l'avait érigé allait disparaître, car le siècle de Périclès fut aussi brillant qu'il fut bref. En 431 avant Jésus-Christ, un an seulement après l'achèvement du Parthénon, Périclès demande aux citoyens d'Athènes de l'aider à trouver les fonds qui vont lui permettre de lever une armée contre Sparte. Ceux-ci décident de financer sa campagne militaire avec l'or de la grande statue d'Athéna. Un an plus tard, Périclès combat l'épidémie de peste qui ravage la cité. Il ne verra ni l'achèvement de l'acropole, ni la fin de la guerre du Péloponnèse qui se solde par la défaite d'Athènes. Sparte victorieuse occupe la cité, installe ses troupes sur l'acropole. Au cours des 2 millénaires qui suivirent, le Parthénon sera tour à tour victime des invasions romaines, barbares et chrétiennes, dont il porte sur ses colonnes et ses murs les stigmates. Du 6e au 17e siècle, le Parthénon a été transformé en église chrétienne. Ce qui est une altération considérable du bâtiment, puisqu'il faut en changer le sens. Dans les églises, on entre par l'ouest et on va vers l'est, ce qui est le sens contraire des bâtiments antiques. Il a fallu donc établir une abside du côté est.
Pour faire place à cette abside, une partie de la frise intérieure et la partie centrale du fronton est furent complètement détruites. Alors cette fonction d'église dure pendant tout le Moyen-Âge et prend fin avec l'apparition des Turcs à Athènes en 1458. Le Parthénon est transformé en mosquée. Mosquée qui subsiste jusqu'à l'explosion de septembre 1687. C'est lors du siège d'Athènes par les Vénitiens qu'un boulet de canon frappe le Parthénon, utilisé alors par les Turcs comme dépôt de munitions. L'explosion souffle les structures internes et le toit qui sont réduits en poussière. De nombreux piliers s'effondrent. Le moment tragique de l'histoire du Parthénon, puisque, en dépit de ces transformations, il était pratiquement intact jusque-là. Devenu une ruine, le Parthénon est laissé à l'abandon pendant 2 siècles. L'Europe médiévale avait complètement oublié la Grèce. Il faut dire qu'entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance, on a 10 siècles qui s'écoulent. Et Athènes et la Grèce faisaient partie de l'Empire ottoman, étaient donc tombés dans l'oubli. À partir du XVIIe siècle, quelques rares voyageurs font le long et parfois périlleux périple jusqu'en Grèce pour découvrir de leurs propres yeux les monuments décrits dans les textes anciens. Au XVIIIe, les relations diplomatiques avec l'Empire ottoman s'améliorent. Les voyageurs sont de plus en plus nombreux. Et les 2 grandes puissances européennes du moment, la France et l'Angleterre, vont jouer un rôle déterminant dans la redécouverte du Parthénon. En fait, la redécouverte du Parthénon, on la doit à 2 Anglais qui ont séjourné pendant 1 an et demi au milieu du XVIIIe siècle à Athènes, Stuart et Revet, qui étaient payés par la société des dilettanti, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une société d'aristocrates anglais, pour faire des relevés à Athènes. Et c'est leur ouvrage, donc, qui marque la redécouverte scientifique du Parthénon. Mais ce n'est qu'avec le départ des Turcs au XIXe siècle que la Grèce s'ouvre vraiment à l'Occident. Scientifiques et archéologues affluent sur l'acropole. L'école française d'Athènes est créée en 1845 grâce au bon rapport du gouvernement français et du gouvernement grec, et elle est, dès son ouverture, elle est destinée à accueillir les jeunes architectes qui veulent venir séjourner pendant quelques mois pour relever les monuments grecs. Les architectes pensionnaires restituent leur travail dans des études académiques, les envois de Rome. Le premier envoi est celui d'Alexis Paccard en 1845. Les envois commencent toujours de façon logique par un plan. Donc là, le plan état actuel du Parthénon et le plan état restauré où on voit que le système des colonnes et des murs est complet. Ensuite, il y a une étude des façades. Là, on reconnaît la merveilleuse façade du Parthénon avec ses 8 colonnes. Et là, on identifie bien l'ordre du Dorique sans base, qui a été l'ordre grec qui s'est imposé dans toute la période du néoclassicisme, avec le chapiteau tout simple, la colonne et effectivement l'absence de base moulurée comme on trouve dans les autres ordres architecturaux. Ces dessins, oubliés dans les archives de l'École des Beaux-Arts depuis 1870, ne sont retrouvés qu'en 1980. Ils sont une révélation. Ces études architecturales nous font découvrir un temple du Parthénon polychrome. On voit que la couleur est très généreusement appliquée, tant sur les parties en pierre que sur les parties sculptées et décorées. Et on verra dans le travail du successeur de Paccard, qui est Benoît Loviot, qui travaille 30 ans plus tard, que la couleur a été encore plus renforcée. L'architecte explique: j'ai trouvé des éléments de rouge ou de bleu ou de jaune sur un morceau de l'entablement ou du triglyphe. Donc,
J'ai restitué ce bleu puisque j'ai trouvé des éléments de bleu. Le travail est un travail en quelque sorte scientifique. En regardant le Parthénon aujourd'hui, il est difficile d'imaginer une telle débauche de couleurs. Le XXe siècle avait oublié ce qui était une évidence au XIXe. Les monuments antiques, tout comme les cathédrales du Moyen-Âge, étaient peints. Si la polychromie ne fait plus de doute, sa représentation au XIXe siècle était probablement excessive. Faut-il donc rendre au Parthénon ses couleurs? Et non seulement sur les frontons, mais également sur la frise décorative qui faisait le tour du parement extérieur des murs du temple. Cette frise, dite des Panathénées, faisait 160 mètres de long et se trouvait à plus de 11 mètres de hauteur. Composée de plus de 360 personnages sculptés en bas-relief, elle forme un des éléments les plus remarquables du Parthénon. Les dieux ici occupent tous les frontons, ils occupent la partie la plus noble de l'édifice. Il n'empêche que tout autour de l'édifice, ceux qui défilent, ce sont les hommes. Et quand par hasard les dieux viennent s'en mêler, parce qu'ils arrivent tout de même de temps en temps, quand les dieux apparaissent, ils sont traités à la même échelle que les hommes. Du fronton au Panathénées, on voit le passage du moment, on voit le moment où les dieux s'éclipsent devant les hommes, où Athènes devient la patrie de la civilisation humaine. Le sujet apparent de la frise est une représentation des fêtes données par les Athéniens en hommage à leur déesse protectrice. Mais c'est en fait, et pour la toute première fois sur un temple grec, une célébration de l'ascension des hommes. Ce chef-d'œuvre, magistral par son sujet et sa facture, est attribué à Phidias, sculpteur légendaire et grand ami de Périclès. Phidias, c'est une véritable énigme, hein. C'est à la fois le sculpteur le plus connu, le plus réputé de l'Antiquité, notamment parce qu'on lui a attribué une des 7 merveilles du monde, la statue du Zeus d'Olympie, dans le temple d'Olympie, et en même temps donc parce qu'un texte tardif, un texte donc du IIe siècle après Jésus-Christ, nous dit que Périclès lui aurait confié une forme de contrôle sur tous les travaux de l'acropole. Comme nous savons que c'est lui qui a réalisé la statue de l'Athéna Parthénos qui se trouvait à l'intérieur du Parthénon, et qu'il y a un lien très très étroit entre cette statue et le décor sculpté du Parthénon, on a imaginé que ce sculpteur était à l'origine de la conception du décor sculpté du Parthénon. Il est impossible que Phidias ait pu réaliser seul et en quelques petites années un travail aussi monumental. Si on peut imaginer peut-être un maître d'œuvre, nous savons qu'il y avait des dizaines et des dizaines donc, de sculpteurs qui travaillaient en même temps, sans doute. C'est le cas, par exemple, pour la frise ionique, où on a décelé plus de 80 mains différentes. On s'est même demandé s'il n'y avait pas une spécialisation, certains faisant les têtes, d'autres les vêtements, d'autres les animaux, puisque cette frise a été réalisée en très très peu d'années. Comme le reste du Parthénon, la frise a subi un sort funeste, notamment lors de l'explosion de 1687 qui détruisit une grande partie du décor sculpté. Pratiquement tout le reste des sculptures a été ensuite transporté en Europe occidentale par les voyageurs successifs. Les marbres originaux ont donc pour la plupart disparu de l'acropole. L'une des tâches du chantier de restauration est de remettre en place des moulages de la frise là où elle avait été sculptée il y a 2500 ans. Mission quasi impossible, sans l'intervention fortuite d'un ambassadeur français au XVIIe siècle. On peut dire que la grande date, 1673, c'est l'arrivée d'une expédition qui n'était peut-être pas spécialement destinée à cela, mais qui prend pour décision sur place de représenter, de dessiner les marbres, au moins une bonne partie des marbres du Parthénon. L'ambassadeur de France, le marquis de Nointel, fait un voyage d'apparat, si l'on peut dire, pour montrer la force du roi Louis XIV dans la mer Égée, qui fait escale à Athènes. Il séjourne pendant plusieurs semaines et délègue un dessinateur de sa suite qui, pendant 15 jours, sous la protection ou sous la surveillance plutôt d'un janissaire, va se crever les yeux avec une longue vue à repérer les détails des métopes, de la frise, des frontons et les dessiner systématiquement. Ces dessins, dits de carrés, exécutés à peine 12 ans avant la destruction du Parthénon, sont donc la seule représentation de l'ensemble du décor sculpté dont nous disposons.
il faut attendre très longtemps, au fond, la fin du XVIIIe siècle, pour que des expéditions soient vraiment organisées, que tout soit dessiné, qu'on entreprenne même de les mouler. C'est une décision qui est venue à l'idée dès le XVIIe siècle. On envoyait des mouleurs là-bas, mais ça n'a été réalisé qu'à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, par soit les Français, soit les Anglais, selon les cas. Au XIXe siècle, un ensemble complet des moulages fut envoyé en France par le gouvernement britannique pour être monté à l'école des Beaux-Arts de Paris. C'est dans la cour du Mûrier que nous pouvons en admirer la maîtrise et la complexité. Les Panathénées renvoient à un mythe qui est de nature, au départ, comme souvent les mythes grecs, à la fois brutal, sexuel, tout sexuel, transformé par le génie grec en mythique. La grande signification politique, c'est la commande probablement faite par Périclès à Phidias, qui demande une allégorie de la démocratie athénienne, d'où toute une série de représentations de personnages qui ont certainement une fonction politique, qui sont groupés selon tout un système politique très difficile à lire pour nous. Très vraisemblablement, il y a autant de personnages que de combattants à marathon. Vous avez toute une série d'éléments qui avaient une signification pour les Athéniens et qui étaient implicites dans cet ensemble. Les personnages des Panathénées, comme c'est propre des chefs-d'œuvre, on peut les lire de plusieurs façons. Chacun d'entre eux, c'est très important, a un costume, et ce costume, c'est au fond un éloignement progressif de la nudité, ou au contraire une mise en valeur de la nudité. Donc vous avez une série de costumes différents, et certains personnages ont indéniablement des fonctions précises. Évidemment les cavaliers, et également des gens qu'on peut appeler les héros, qui dirigent, et donc qui indiquent la direction à prendre, donc ils sont souvent à contresens. Le plus souvent, c'est tout autre chose, c'est une attitude. Alors, l'un des personnages les plus intéressants, c'est celui-ci, qui est en train de se nouer la sandale. Et en même temps, il s'est retourné à contresens et il regarde les autres. C'est typique de ce que peut faire la grande sculpture grecque des Panathénées, la sculpture de Phidias. C'est-à-dire que le personnage n'est pas un seul élément. C'est la grande révélation que vont avoir les artistes et les amateurs du XIXe siècle, lorsqu'ils vont voir apparaître la réalité de cette sculpture, c'est que les personnages sont complexes. Ils sont à la fois des citoyens, ils sont des gens qui défilent, qui ont une fonction, et puis ils ont une personnalité. Et le résultat, c'est qu'ils peuvent faire trois choses à la fois. D'où la complexité, souvent, des attitudes que l'on voit. Il y en a d'autres qui non seulement regardent derrière lui, mais qui regardent même à l'extérieur, c'est-à-dire qui regardent en dehors de la frise, qui regardent le paysage athénien, puisque, après tout, cette frise, il faut toujours penser qu'elle était en hauteur sur l'acropole, et que, probablement, ceux qui l'ont sculptée, au moins dans certains cas, l'ont sculptée dans les hauteurs. Ils avaient donc un dialogue à établir entre le paysage grec, c'est le plus beau paysage du monde, et puis la frise qui se promenait sur l'acropole. Ultime affront fait à la beauté, au début du XIXe siècle, par l'ambassadeur anglais auprès de la Sublime Porte, Lord Elgin, qui obtient l'autorisation des Turcs de déposer et d'emporter ce qui restait du décor sculpté. Certains blocs de marbre en portent encore les cicatrices. Parmi les multiples destructions infligées au temple, il y a celle-ci qui date du XIXe siècle. Lord Elgin fit retirer les dalles de la frise que l'on sciait en deux et dont on abandonnait le dos à cause de leur poids pour pouvoir les emmener à Londres. Là, on voit très bien les traces laissées par les dents de scie qui ont découpé les dalles. Ces marbres ont eu des aventures multiples en raison des rapports très conflictuels qu'avaient l'Angleterre et la France durant l'Empire, sous Napoléon. Cette cargaison d'environ 200 caisses est passée par Malte, a été saisie, est parvenue à Londres après 1000 péripéties, et l'ensemble a été finalement acquis à la suite d'une loi du Parlement anglais en 1816. Ces marbres légendaires du Parthénon, connus aujourd'hui comme les marbres d'Elgin, furent confiés au British Museum, où ils se trouvent encore.
Continuant de faire l'objet de controverses entre la Grèce et l'Angleterre, il reste l'emblème du raffinement artistique de la Grèce classique. Une phrase célèbre, une des plus célèbres de la littérature grecque, c'est celle de Thucydide, qui dit ex abrupto que la Grèce, un jour, ne sera plus le centre du monde, ce qui est déjà extraordinaire pour une civilisation brillante de considérer qu'elle est mortelle. Et il dit, lorsque on ira à Sparte, on verra une ville qui pourtant a bien été très puissante. Ceux qui iront à Athènes, c'est-à-dire qui verront les ruines, parce que c'est déjà prévu, les ruines de l'Acropole, auront l'impression qu'elle a été 2 fois plus puissante qu'elle n'a été. Quand le projet de restauration de l'Acropole a débuté il y a une trentaine d'années, les architectes auraient pu reconstruire le Parthénon tel qu'il était à l'origine, orné de sculptures et de frises peintes de couleurs vives. Ils ont préféré préserver ce qui a survécu à 2500 ans. Une ruine majestueuse qui témoigne de la capacité des hommes à créer perfection et beauté. Comment a-t-on fait place pour l'abside chrétienne? C'est-à-dire, comment a-t-on trouvé de la place pour faire l'endroit où l'on va célébrer la messe chez les chrétiens au 6e siècle après Jésus-Christ? Alors on a carrément changé le sens d'entrée du Parthénon. On entrait par l'ouest et on allait vers l'est, c'est-à-dire à la base c'était le sens contraire des bâtiments de l'Antiquité, puisque dans les bâtiments de l'Antiquité, on entrait par l'est et on sortait par l'ouest. Une partie de la frise intérieure et de la frise centrale du fronton est ont été complètement détruites et on a rajouté des croix un petit peu partout. En 1458, c'est en mosquée que le Parthénon a été transformé, puisque à cette époque-là, Athènes a été envahie par les Turcs, donc des musulmans, et qui l'ont transformé en mosquée. Donc encore un changement de religion et encore aussi des choses gravées un petit peu partout, d'un changement également d'entrée et de sortie. Ce pauvre Parthénon a vraiment subi beaucoup de transformations. En 1687, ce sont les Vénitiens qui font le siège d'Athènes. À ce moment-là, le Parthénon, qui n'était plus une mosquée ni une église, a été utilisé comme dépôt de munitions. Et évidemment, est arrivé ce qui devait arriver. Un boulet de canon l'a frappé et l'explosion a soufflé entièrement les structures internes et le toit qui ont été réduits en poussière. Donc c'est pour ça qu'il est aussi difficile aujourd'hui de le reconstituer. De nombreux piliers se sont effondrés, il est devenu une ruine, hein, voilà. Et du coup, il est laissé à l'abandon pendant 2 siècles. Mais il nous reste tout de même des morceaux de ce Parthénon, par exemple la fameuse frise des Panathénées. Cette frise des Panathénées, elle est très connue, hein, on peut la voir au musée de Londres. Il s'agit d'une célébration de l'ascension des hommes. Contrairement à l'ascension des dieux, il s'agit des hommes qui sont transcendés et qui peuvent avoir un véritable pouvoir au même titre que les dieux. Alors ça, c'est extrêmement novateur hein, pour des gens de l'Antiquité. Le sculpteur, vous le connaissez, c'est Phidias, bien évidemment. Alors Phidias, c'est le sculpteur de l'Antiquité, il est tellement important que c'est lui qui va donner son nom au nombre d'or, Phi pour Phidias. Et c'est lui qui a également réalisé la statue chryséléphantine d'Athéna et la statue chryséléphantine de Zeus qui se trouvait à Olympie, une des 7 merveilles du monde. D'ailleurs, l'atelier de Phidias se trouvait à Olympie. Périclès aurait été à l'initiative de cette commande, de cette demande, et il voulait demander une allégorie du système politique athénien, de cette fameuse démocratie qui apparaissait à cette époque, pour montrer que les hommes étaient vraiment les égaux des dieux dorénavant grâce à la démocratie. C'est une idée qui est absolument révolutionnaire. Chaque personnage a un costume, et ces costumes sont un éloignement progressif par rapport à la nudité qui était l'apanage des hommes avant cette époque-là. Il peut également avoir une mise en valeur de la nudité, mais c'est pour montrer la perfection du corps humain, qui est aussi parfait finalement
finalement que le corps des dieux. Et encore une fois, on va retrouver le nombre d'or dans cette représentation de la nudité. C'est pour ça que la sculpture du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est vraiment ce qu'on appelle la sculpture classique, c'est la plus importante, et la plupart des modèles que l'on va avoir ensuite vont se référer à cette sculpture-là. Si vous allez au musée de Saint-Raymond aujourd'hui, vous avez des reproductions romaines de sculptures de l'Antiquité athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que c'est la perfection, c'est l'homme et la femme parfaits. Voilà, à l'égal des dieux d'ailleurs, parce que voilà, on commence à se détacher un petit peu des histoires des dieux pour arriver à l'histoire des hommes, enfin. Dans cette frise des Panathénées, il y a des personnages qui sont représentés à contresens des autres, et ce sont les héros. Les héros vont à contresens, ils ne sont pas comme les autres, et finalement ce sont eux qui vont donner la direction à prendre et que tout le monde va suivre après. Ils ne vont pas hésiter à s'opposer aux idées communes, de façon à proposer leur propre interprétation, et de façon à s'opposer à une situation qui peut leur sembler injuste. C'est le propre même des héros. Je vous rappelle que le mot héros vient du grec héros, qui veut dire un demi-dieu. Mais les héros de la démocratie ne sont pas des demi-dieux, ce sont des hommes comme les autres. Par exemple, dans la vidéo, nous voyons ce personnage. Ce personnage se noue la sandale et en même temps, il est retourné à contresens. C'est donc un héros, il regarde les autres. Il est un héros dans la mesure où il va guider les autres, les regarder et les entraîner vers sa propre voie. C'est typique de ce que peut faire la grande sculpture grecque des Panathénées. Les personnages ont une personnalité. On ne sait pas forcément de qui il s'agit, mais ils ont une véritable personnalité et ils sont tous différents aussi physiquement. Du coup, c'est ce qui rend l'interprétation complexe parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Pour les Athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était transparent, mais pour nous, c'est beaucoup plus compliqué d'interpréter. Donc on ne sait pas qui est ce personnage-là, mais on sait que c'est un héros. Pourquoi ne pas reconstruire le Parthénon tel qu'il fut à son apogée, c'est-à-dire au moment où il a été le plus important? Dans ce documentaire, on vous explique que les architectes ont préféré préserver ce qui avait survécu à 2500 ans, une ruine majestueuse qui témoigne de la capacité des hommes à créer perfection et beauté. Il est tellement important ce Parthénon qu'il va donner lieu à de nombreuses réinterprétations, même encore dans le monde contemporain, par exemple la bourse de New York à Wall Street ou le palais de l'Élysée en France. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres, parce que encore aujourd'hui, ce Parthénon, il est réutilisé. Il n'y a qu'à voir, nous, à Balma, avec notre bibliothèque municipale. Le fronton de la bibliothèque municipale rappelle quand même furieusement le fronton du Parthénon. Voici un texte grec, je vous le lis. Es detonanon on Parthenona onomadzousin, es touton esiosin oposa entois kalumenois aetos keitan, panta esten Athénas ekei genesin, tade opisten e Poseidonos pros Athénanestin eris hypertesnes. Auto de ecte elephantos, to agalma kai crusu pepoitai, mesoven un epikeitai oite cranei, sphingos eikon, kat ekaterondetu cranus, grupes eisin et peirgas menoi. Vous arrivez ensuite au temple nommé le Parthénona, donc le Parthénon. L'histoire de la naissance d'Athéna, Athénès, la naissance, Génésine, la naissance, ça donne la genèse, occupe tout le fronton antérieur et on voit sur le fronton opposé sa dispute avec Poséidonos, donc Poséidon, au sujet de l'Attique. L'Attique, c'est la région dans laquelle se trouve Athènes. La statue de la déesse étant Éléphantos. Éléphantos, c'est l'ivoire. Et en or, c'est Chrysou. Chrysanthème, ça veut dire mot à mot la fleur d'or. Sur le milieu, méso c'est le milieu, par exemple la Mésopotamie, c'est le milieu des fleuves. Vous avez vu que c'était entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie. Sur le milieu de son casque est un sphinx, donc crâne, c'est le casque, sphingos, c'est le sphinx, et des griffons sont sculptés sur les deux côtés. C'est un extrait d'un livre de Pausanias sur donc, le Parthénon, et Pausanias est un auteur qui va décrire la Grèce antique, la Grèce que nous appelons classique. Étymologie et définition de démocratie. Démocratie vient du grec démos qui signifie le peuple et de kratos qui veut dire le pouvoir. La démocratie au sens étymologique, c'est donc le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, une démocratie, c'est un système politique qui équivaut à ce que nous appelons la République. République vient du latin. Res veut dire la chose et publica, c'est public. C'est un système politique dans lequel le peuple est régent, le peuple domine, le peuple prend des décisions. Tout grand changement vient d'une grande crise. Jusqu'ici, rien de nouveau. Eh bien, ça vaut aussi pour Athènes.
C'est au 8e siècle avant Jésus-Christ que s'est formée la cité-État d'Athènes. Plutôt qu'être dirigée par un roi en grec c'est despotes, ça donne le mot despote, mais bon, chez les Grecs ça n'a pas de sens péjoratif, alors que chez nous, oui. Athènes est alors gouvernée par un groupe de puissants aristocrates, les eupatrides, les bien-nés. Alors aristocrate, ça vient du grec aristo, qui signifie les meilleurs, et kratos, le pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ce que l'on appelle une oligarchie. Oligo, ça veut dire pas nombreux, les oligo-éléments par exemple, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, et archos, c'est le commandement. Cette période oligarchique a été marquée par la tyrannie des classes dominantes, mais aussi par de nombreuses crises sociales. Les riches devenaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est à ce moment-là que des réformateurs ont mis en place les fondements de la démocratie athénienne avec l'idée de favoriser la participation des Athéniens, des citoyens athéniens à la politique de la cité. La démocratie athénienne a été instaurée par 3 grands réformateurs, Dracon, Solon et Clisthène. Alors Dracon, il a établi des règles que l'on appelle draconiennes, hein, c'est un mot qu'on utilise encore en français qui veut dire des règles vraiment très droites, auxquelles on ne peut pas transiger et qui sont très importantes à suivre. Mais l'histoire retient surtout le nom de Clisthène, un aristocrate qui aurait introduit la démocratie directe en 508 avant Jésus-Christ. Elle fut abolie 200 ans ultérieurement par les Macédoniens, hein, on se rappelle d'Alexandre le Grand, lorsqu'ils ont conquis Athènes en 322 avant Jésus-Christ. Et pourquoi on tirait au sort? À l'époque, tirer au sort, c'était aussi demander l'avis des dieux. Si vous vouliez que les dieux vous éclairent sur une question épineuse, vous pouviez recourir au sort. D'ailleurs, même les prêtres étaient tirés au sort. Les Athéniens considéraient que les religieux étaient des serviteurs des divinités et qu'il c'était aux dieux donc de les choisir. C'est seulement au 5e siècle avant Jésus-Christ que le tirage au sort est devenu un réel outil démocratique, car il permettait de maintenir l'égalité des citoyens et leur donner le droit de gouverner. Pour comprendre, il faut avoir en tête que les Athéniens ont tiré des leçons des années de tyrannie qu'ils ont vécu. Tyrannos, ça veut dire le dirigeant, mais ça donne aussi le mot tyrannique en français. Ça donne aussi le Tyrannosaurus Rex. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Leur conclusion, le pouvoir politique corrompt. Même les plus vertueux se font avoir et finissent par poursuivre leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt général. C'est donc pour éviter la corruption que cette démocratie directe a été mise en place. Ainsi, tous les Athéniens pouvaient jouer un rôle politique dans la cité. On est d'accord que cela exclut les métèques et les femmes. Plus besoin d'être un aristocrate, plus besoin d'être riche pour gouverner, les citoyens les plus pauvres avaient aussi leur mot à dire. Et ce tirage au sort s'effectuait par un outil très particulier, qui était une espèce de grosse machine, dans laquelle on mettait des jetons, et les jetons étaient finalement tirés au hasard, et c'est ainsi que c'était une véritable démocratie, parce que c'était des gens qui étaient choisis complètement au hasard. Pas du tout comme maintenant, où vous vous présentez pour être élu. Là, vous pouviez être élu même si vous n'auriez rien demandé. C'est un robot de haute précision qui assure la taille du bloc de calcaire marbrié. Son but, créer ce qui est appelé un clérothérion. Ce dispositif de la Grèce antique permettait de tirer au sort, parmi tous les citoyens, les juges d'un tribunal, les membres d'une assemblée, les personnes qui devaient effectuer certaines tâches publiques de la cité. Un clérothérion entier, intact, n'a jamais été retrouvé dans les fouilles. Il n'en existe que quelques exemplaires incomplets et conservés dans les musées. Le modèle 3D utilisé aujourd'hui a donc été élaboré à la suite des recherches menées par les archéologues Nicolas Brèche et Liliane Rabatel. Cette machine a été fabriquée à partir d'une restitution que nous avons proposée en nous fondant essentiellement sur un texte d'Aristote issu de la Constitution des Athéniens qui nous explique le fonctionnement du tirage au sort, le processus, et qui donne quelques éléments de description des machines que nous avons mis en relation avec l'observation des vestiges. Et on pourrait dire que là, on est face à ce qu'on pourrait appeler un prototype de clérothérion, dont on ne sait pas s'il a existé exactement comme ça, mais qui rend compte de ce que nous savons
des textes et de ce que nous avons pu observer sur les vestiges archéologiques. Et là, donc, ce sera une machine du IVe siècle, du dernier quart du IVe siècle. La stèle seule, c'est 130 kg et tu as 20 kg de socle. C'est superbe. C'est super, hein. Vraiment. Avant d'arriver à cette restitution en pierre, Nicolas Brèche avait déjà créé des répliques en carton. Il a ainsi pu valider un certain nombre d'hypothèses sur le fonctionnement de cette étonnante machine. Mais une réplique grandeur nature, avec les matériaux de l'époque, permet une étude plus fine de l'objet. Il nous est apparu nécessaire de pouvoir travailler, de poursuivre nos recherches sur le fonctionnement, sur des machines, des objets plus proches des machines de l'Antiquité, donc en pierre, pour pouvoir réfléchir également aux contraintes de poids des objets qui étaient utilisés. Le clairothérion enfin achevé, installé, il peut être testé. On va voir, on va vérifier que ça marche. Donc le tube, il vient comme ça. Il faut maintenant ajuster la fixation à la bonne hauteur. Je suis calé. On le remonte un chouïa pour limiter le jour. Voilà. Vous le mettez quoi en butée là? J'ai deux outils qui sont introduits ici et qui vont contrôler la sortie des sorts. Les gens venaient avec une plaquette qu'on appelle un pinakion. Le texte d'Aristote nous dit que les pinakia étaient en bois et plus précisément en buis, un bois très dur, certainement parce qu'ils étaient utilisés avec de la pierre et pour ne pas être trop abîmés, on utilisait un bois relativement dense. Voilà. Tous les citoyens qui appartenaient à une catégorie A, en arrivant, déposaient leur plaquette dans une boîte et ensuite c'est mélangé et il y a un préposé qui va insérer ces tablettes dans une colonne, la colonne des alpha, la colonne des bêta. C'est un objet qui est vraiment emblématique de la démocratie. Ouais, c'est bien, hein. Sur chacun de ces pinakia est inscrit le nom d'un citoyen. Dans cet exemple, 85 citoyens vont participer à ce tirage au sort, soit 17 rangs de 5 citoyens. Si l'on veut tirer 15 citoyens au sort, il faut isoler 3 rangs de 5 personnes. Donc il faut 3 cubes blancs et combien de noirs? 14. 3 cubes blancs pour 3 rangs sélectionnés, 14 cubes noirs pour 14 rangs écartés du tirage. Voilà, on va tirer les sorts au fur et à mesure. Donc j'actionne le dispositif. Le dispositif qui consiste en fait, en enlevant alternativement l'une des chevilles, à isoler un seul cube. Un seul sort. Et le processus se poursuit. On refait passer un... Lorsqu'un cube blanc est tiré, les 5 pinakia du rang sont placés dans le tas des citoyens désignés pour un rôle politique. Et inversement, les citoyens d'un rang qui reçoit un cube noir partiront sans surcharge de travail. Le tirage se fait rang après rang, jusqu'à ce que les 15 citoyens sur 85 aient bien été désignés pour remplir ces postes publics. C'est exposé, c'est-à-dire... c'est fait pour que ce soit vu. Des espaces qui sont ouverts, couverts pour être à l'abri de la pluie et du soleil. C'est garanti que les gens sont là vraiment par hasard. Ils sont là, ils sont vraiment mélangés. Donc il y a aussi cette idée qui participe au fonctionnement de la démocratie, qui veut que chaque citoyen ait une chance égale de participation à la vie publique. Ce clairothérion permet donc de concrétiser l'interprétation faite des vestiges et textes anciens. Destiné à circuler parmi le public, il ouvrira également des réflexions portant sur l'histoire, les nouvelles technologies et les différentes façons d'organiser la vie publique. À cette assemblée s'ajoutent d'autres instances. La boulée, qui veut dire l'intelligence, comme vous le savez, la décision.
C'est une assemblée de 500 citoyens qui, une fois tirés au sort, devenaient membres du conseil. Préparaient les séances de l'Ecclésia où les grandes questions de société étaient évoquées et ils mettaient en place les lois votées par l'Assemblée. Les liés. Il s'agit du tribunal du peuple où des centaines de jurys tirés au sort se réunissaient. Ils écoutaient donc les procès d'affaires civiles et criminelles. Le tribunal du peuple s'occupait également d'affaires politiques. Par exemple, si un représentant faisait mal son travail, le tribunal pouvait décider de le révoquer à tout moment. L'aréopage. Attention, aréopage et pas aéropage. Hein. C'est un tribunal formé d'anciens archontes. Les archontes, ce sont les citoyens les plus riches. C'est un petit peu comme le Sénat aujourd'hui. Il avait le pouvoir de contrôler tous les autres à l'époque pré-démocratique. Et après Clisthène et Solon, ils ont enlevé un petit peu des fonctions, un petit peu des pouvoirs, de façon à homogénéiser le rôle des trois assemblées. L'aréopage s'occupait principalement des affaires criminelles. Si les citoyens n'étaient pas toujours sûrs des bonnes intentions du candidat tiré au sort, ils pouvaient aussi demander l'ostracisme. Alors, l'ostracisme a été mis en place par Clisthène. Il s'agit de bannir un citoyen tiré au sort, hein, vous vous souvenez, avec la machine qui tire au sort. Et si on le juge mauvais, on peut l'ostraciser. Ça veut dire qu'on écrit son nom sur un petit jeton. À la base, ostréos, en grec, ça veut dire l'huître. Donc, ça a été sans doute fait sur des morceaux d'huître ou sur des morceaux de poterie. Ensuite, il y avait des petits jetons qui ont été faits spécialement. On en a retrouvé des centaines à Athènes. Si vous allez au musée d'Athènes, vous en trouverez plein. Donc, on écrivait le nom du citoyen que l'on voulait ostraciser. Et du coup, les 6000 citoyens se retrouvaient à Athènes, hein, ils inscrivaient le nom de cette personne. Et le nom qui revenait le plus souvent, c'est celui que vraiment on aimait le moins, ou qu'on trouvait qui vraiment prenait trop de pouvoir, il était banni de la cité, banni de la vie politique pendant 10 ans, forcé à l'exil. Il laissait sa femme, ses enfants, toutes ses possessions, et ensuite il devait quitter la cité. Alors du coup, pourquoi peut-on dire que Athènes est une démocratie et quelles sont les 5 grandes institutions qui font que Athènes est dite être une démocratie? La réponse à cette question, il s'agit d'une démocratie car tous les citoyens ont droit à la parole, que ce soit à l'Assemblée du peuple ou devant les tribunaux. Les citoyens ont accès aux fonctions politiques par élection ou par tirage au sort. L'égalité de tous devant la loi est un principe fondamental. Chacun peut s'exprimer, soit pour proposer une loi, pour proposer une décision, pour débattre d'un projet. Celui qui a la parole est protégé des dieux. Nul ne peut le toucher. Quelles sont les limites de la démocratie athénienne? Parler devant les citoyens à l'Assemblée est une chose difficile. Il faut se faire entendre, il faut convaincre des milliers de personnes. Dans les situations graves, celui qui décide de parler à l'Assemblée prend des risques. Par exemple, en 481 avant Jésus-Christ, à la grande époque de l'invasion des Perses, que vous avez peut-être vu dans le film 300, un magistrat parle de faire la paix avec Xerxès. Alors là, c'est vraiment tout le monde qui s'oppose et les citoyens finissent par voter la mort de ce magistrat et de toute sa famille. Comme quoi, il fallait quand même faire attention à ce qu'on disait. Ça rigolait pas à l'époque. La démocratie qui naît à Athènes ne correspond pas tout à fait à nos propres démocraties modernes. Seuls les hommes adultes ayant le statut de citoyen peuvent y participer et y prétendre. Les femmes, les métèques, donc les étrangers, ceux qui ne sont pas nés à Athènes, les esclaves sont écartés du pouvoir. Ainsi, sur les 400 000 habitants d'Athènes, seuls votent quelques 30 000 à 40 000 citoyens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, la cité d'Athènes reste un État de petite taille. Tous les citoyens peuvent à tour de rôle exercer directement le pouvoir en tant que magistrats. On parle alors de démocratie directe. Dans les démocraties modernes, les citoyens donnent le pouvoir à des élus. Mais Athènes a cependant inventé et mis en application le principe fondamental de notre démocratie. Les citoyens sont égaux en droit et tous peuvent participer aux décisions qui lient la cité. En quoi le système politique athénien peut-il paraître inégalitaire? La démocratie athénienne n'est possible que grâce à l'esclavage. Souvenez-vous de ces monceaux de marbre que les esclaves ont dû aller chercher au mont Pentélique pour le ramener ensuite à Athènes pour ériger le Parthénon. Le citoyen, c'est celui qui fait travailler ses esclaves. Il peut dégager du temps pour les affaires publiques.
Et cette démocratie n'était possible que grâce aux contributions forcées des alliés. Par exemple, le trésor de la Ligue de Délos que se sont appropriés les Athéniens. Toutes les cités liguées contre les Perses avaient donné de l'argent aux Athéniens pour qu'ils puissent équiper les armées de la Grèce contre les Perses. Cet argent a été utilisé pour ériger, pour construire le Parthénon. Donc ils ont quand même un petit peu détourné cet argent. Hein. Ça, c'est pas très démocratique. Donc du coup, cet argent sert également à financer une partie des fêtes, comme les fêtes des Panathénées que nous avons vues tout à l'heure, la construction des monuments publics et les indemnités parlementaires. Pourquoi le 5e siècle avant Jésus-Christ est-il appelé le siècle de Périclès? On appelle souvent le 5e siècle, siècle de Périclès, à cause de l'influence déterminante que cet homme politique a eue sur le destin de la cité à cette époque. C'est l'âge d'or de la démocratie athénienne et l'apogée de sa puissance dans le monde grec. C'est quand même incroyable que vous donniez votre nom à tout un siècle. Hein. Vous aimeriez bien ça, vous, je pense. Périclès, c'est ce personnage politique dont nous avons déjà parlé, qui a joué un rôle très important à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, car il a amélioré le fonctionnement de la démocratie. Il a fait verser un salaire, que l'on appelle le mistos, aux citoyens désignés comme conseillers, juges ou stratèges. C'était un excellent orateur. Il arrivait à convaincre très facilement les foules. Il a été élu 15 fois stratège entre -462 et -429. Il a soutenu le peuple face aux aristocrates. Il a aussi été l'instigateur de grands travaux sur l'Acropole, accompagné en cela par sa compagne Aspasie, dont nous avons déjà parlé, et cela a donné du travail à de nombreux Athéniens. Périclès est mort de la peste pendant la guerre du Péloponnèse, qui a opposé Athènes à Sparte. Il est mort à 65 ans, donc il est mort assez âgé pour l'époque, et la puissance d'Athènes correspond au moment de la mort de Périclès. C'est pour ça que l'on parle de ce 5e siècle de Jésus-Christ comme le siècle de Périclès. Donc on dit qu'il avait un gros truc là sur la tête et que c'est pour ça qu'il est toujours représenté avec un casque. Hein. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans la BD ici. En -445, à 49 ans, Périclès s'éprend d'Aspasie, une métèque, une hétaïre. Hein. Donc Aspasia signifie la bienvenue. Elle enseigne l'art oratoire et politique à certaines femmes et quelques hommes qui faisaient partie de son auditoire, tels que Sophocle ou encore le fameux Phidias. Elle était considérée comme une femme brillante, intellectuelle, très intelligente et très belle également. Aspasie et Périclès réunissent souvent chez eux des artistes, des écrivains grecs de leur époque. Donc on retrouve Sophocle, Thucydide et Aristophane dont nous avons parlé tout à l'heure. Lire et comprendre un texte en grec. 4e de couverture d'un livre intitulé « La scandaleuse de Périclès » de Sylvie Pérès. Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès s'éprend d'Aspasie, une courtisane, et provoque le scandale. Nous sommes en 450 avant Jésus-Christ. À cette époque, Athènes accueillait les plus brillants esprits venus de toute la Grèce. La cité n'ayant jamais été aussi cosmopolite, elle festoyait plus que n'importe quelle autre cité, et la démocratie s'enracinait pour la plus grande fierté de ses habitants. Deux esprits se dégagent de l'ensemble des hommes politiques et des penseurs. Il s'agit du jeune Socrate et de Périclès, dont la puissance du discours lui valut le surnom d'Olympien. Suscitant le respect, la crainte et n'appelant aucune forme de familiarité, cet homme sortait peu, cultivant depuis quelques années une austérité ostentatoire, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à montrer d'être extrêmement austère, d'avoir besoin de rien, jusqu'au jour où, se rendant chez Sophocle, il croise le regard incendiaire de la troublante Aspasie de Milet. Alors Milet, c'est pas n'importe où, c'est sur la côte turque actuelle, c'était un endroit où il y avait de grands intellectuels. Décrite comme décevante au premier regard, pas exactement jolie mais singulière, elle fascine les hommes. C'est une métèque d'une intelligence supérieure et d'un sens politique aigu. Étrangère et libre, elle est associée au monde baroque des courtisanes et dans cette cité athénienne où une femme célèbre est soit une femme de mauvaise vie, soit une reine, Aspasie était l'une et allait devenir l'autre. Car Périclès en tombe fou amoureux, au point d'éloigner sa propre épouse pour accueillir Aspasie sous son toit, provoquant un scandale qu'Athènes ne lui pardonnera pas. Voici le portrait d'Aspasie par Plutarque dans Vie de Périclès. Comme il paraît n'avoir été poussé dans l'affaire de Samos que par le désir de plaire à
Aspasia, avec Aspasie, il est à propos de rechercher quel art, quelle puissance dynamine, c'est la puissance, ça donne dynamique, etc., de séduction cette femme avait en elle pour enlacer dans ses filets le plus grand homme d'État de son époque et pour que les philosophes, aient pu parler d'elle en termes si honorables et si pompeux. On dit que Périclès la rechercha comme une femme d'esprit et qui avait l'intelligence des choses politiques. Socrate, le grand Socrate, allait souvent chez elle avec ses amis. Échine dit que Lysiclès, le marchand de moutons, homme grossier par naissance et par éducation, se fit le premier citoyen d'Athènes parce qu'il fréquenta Aspasie après la mort de Périclès. Platon, dans l'introduction du Ménexène, ne le laisse pas, malgré son lot de plaisanteries, se donner comme positif que plusieurs Athéniens allaient chez elle pour recevoir des leçons rhétoriques. Quoi qu'il en soit, il est évident que ce qui attira Périclès auprès d'elle, ce fut plutôt érotiques, l'amour. Il avait une femme qui était sa parente et qui, mariée en première noces à Hipponicus, en avait eu un fils, Callias le riche. Elle avait aussi donné à Périclès 2 fils, Xanthippe et Paratus. Plus tard, comme il ne se plaisait point, lui et elle, dans la société, l'un de l'autre, il la céda, elle y consentant, à un autre mari. Là, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et il épousa Aspasie, qu'il aima éperdument, car tous les jours, en sortant pour aller sur l'agora, ou en rentrant chez lui, il la saluait os faci, comme on dit, dit-on, d'un baiser. Alors, faci, c'est le verbe fémi qui veut dire parler. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler, il est aphasique. Donc, c'est un mot que l'on retrouve aussi en latin comme infans, c'est celui qui ne parle pas encore. Voilà, nous avons fini cette séquence sur l'amour. Vous avez vu l'amour fou de Périclès pour Aspasie. La prochaine fois, nous commençons une séquence sur la maison romaine. À très bientôt, chers élèves, et portez-vous bien.